Épisode 147. Comment s'y prendre pour transformer nos athlètes et maximiser la fenêtre des athlètes qui font partie de notre équipe. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Et le podcast, c'est ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec ces coachs-là ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Donc aujourd'hui, on va discuter de coaching transformationnel et d'une question centrale probablement pour tous les coachs. À quel moment il faut donner une vraie chance à un athlète ou une athlète, que ce soit dans le sport professionnel, national ou universitaire? Puis la raison pour laquelle on voulait parler de ça, donc c'est toujours des décisions qui se prennent en collaboration avec Vincent qui est là, c'est parce que je pense que les coachs ont toujours des décisions à prendre comme ça. À un moment donné, il faut faire des choix, puis il faut choisir quand est-ce qu'on amène un athlète, puis c'est pas toujours évident de savoir c'est quand le bon moment, mais aussi, tu sais, on parle de leadership transformationnel, coaching transformationnel, il faut transformer les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on s'arrête à décomposer ça sur le terrain? Puis des fois, moi, c'est le feedback que j'ai eu des personnes avec qui je collabore dans les dernières semaines. Demander des fois là, de réviser un concept de base, eh bien, c'est important parce que ça nous amène à réfléchir à ce qu'on fait au quotidien puis dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait faire ça et que c'était important. » Donc, si ces questions-là te parlent, puis que tu écoutes le balado en ce moment, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com. Dans un mot, on met toujours le lien en description de l'épisode. À tous les auditeurs et à toutes les auditrices fidèles, je vous dis un gros merci. Puis je vous invite aussi à me suivre sur les médias sociaux, @coachfrankphd, dans un mot, sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, puis c'est pas mal ça. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, coachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, je vous dis bienvenue. Je vous souhaite un bon podcast. Salut coach. Avec tout ce qui se passe dans la NFL, puis là, pour nos auditeurs qui nous écoutent, là, je pense pas que c'est une surprise quand on dit que tu es un fan de football, t'as coaché, t'as joué, un grand fan des Eagles comme moi. Quand on regarde la NFL, là, qu'on prend le cas de Nick Sirianni, qui est à la barre des Eagles de Philadelphie depuis 5 ans, il y a eu 2 participations au Super Bowl, donc une victoire l'année passée contre les Chiefs et Pat Mahomes. On a l'impression qu'il est constamment évalué à la loupe, malgré des résultats qui parlent d'eux-mêmes, avec, comme j'ai dit, 2 participations au Super Bowl. J'ai une question par rapport à cette situation-là, et puis toute la pression qui est sur les entraîneurs. Comment t'expliques les entraîneurs chefs, puis là dans cette situation-ci, ceux de la NFL, qui semblent toujours être engagés, mais pour éventuellement être congédiés? Comment tu pourrais expliquer cette situation-là? Cette situation-là, ça revient avec la pression qu'on vit dans le milieu professionnel. Puis là, je vais mettre les choses en contexte. J'ai joué au football universitaire, j'ai coaché au football universitaire, comme tu sais très bien, comme tu as dit. Fait que le football, ça reste ma première passion. Puis là, la seule équipe professionnelle qui me reste, c'est les Eagles de Philadelphie, parce que dès que j'ai un client dans une ligue professionnelle, je peux pas être partisan d'une équipe dans cette ligue-là. Fait qu'en bout de ligne, la NFL, c'est la seule ligue qui me reste. Puis je suis content que ce soit ainsi. Un jour, peut-être que j'aurais pu être fan des Eagles, mais ça sera pour une autre fois. Puis tu sais, la plupart des entraîneurs vont se faire congédier. Puis honnêtement, en ce moment, puis même avant d'être évalué pour être congédié, ou je sais pas exactement comment tu l'as formulé, là, mais moi, ça me fait capoter en ce moment comment est-ce que les attentes sont démesurées. Là, on a eu John Harbaugh dans les dernières semaines, l'entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, qui a été congédié. Mais il a été congédié, ça fait 18 ans qu'il est là. Ils ont gagné un Super Bowl. Ils ont gagné, je pense, 6 titres de division. Et dans les 4 dernières saisons, là, si je ne m'abuse, quasiment en ordre, là, c'est comme 12 victoires, 10 victoires, 14 victoires. Puis là, c'est sa première année en bas de 500 en 4 ans et on le congédie. Puis l'idée de parler de ce que tu viens de soulever là me vient du fait qu'il y avait des critiques par rapport à Nick Sirianni et les Eagles de Philadelphie au mois de décembre, puis comme le quoi il faudrait probablement le congédier.
Mais quand tu regardes le CV, là, 5 participations aux séries éliminatoires, comme tu viens de le dire, 2 participations au Super Bowl, tu t'as remporté un Super Bowl. Même des grands coachs comme Bill Belichick n'ont pas eu ça dans les 5 premières saisons, ou du moins, ça rivalise avec Bill Belichick. Je ne suis pas en train de dire que Nick Sirianni va être Bill Belichick. Je le souhaite à ma partisanerie des Eagles. On a encore des croûtes à manger là-dessus. Puis là, on a Mike Tomlin de l'autre côté, l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, qui a eu aucune saison en bas de 500 en, je pense, 20 ans. Comme c'est incroyable. Puis ça, pour moi, c'est un peu le reflet du fait qu'on est dans une société micro-ondes. C'est comme, on n'a pas eu une saison de 500, il faut le congédier puis se trouver une nouvelle personne pour diriger notre équipe. C'est comme, une saison. Puis je pense que c'est démesurer les attentes qu'on a. Puis je suis vraiment tanné parce que je pense qu'on ne réalise pas à quel point que c'est difficile d'être en charge d'une équipe pendant aussi longtemps, d'avoir du succès, puis que les attentes sont élevées. Puis oui, ça peut peut-être te prendre des piliers, tu sais. Puis il y a certaines organisations qui vont dire, tu sais, ça te prend un excellent entraîneur, ça te prend un excellent carrière, puis ça te prend des excellents joueurs des unités spéciales, par exemple. Tu sais, ça te prend... Chaque équipe a son modèle de victoire. Puis je vous invite, si vous écoutez ça aujourd'hui, c'est quoi votre modèle? Mais on s'entend que le modèle de fonctionnement de Nick Sirianni, Mike Tomlin puis John Harbaugh, là, ça fonctionne là, comme après des années. Fait que là, après ça, comment qu'on explique ça? C'est la société micro-ondes. On n'a pas eu exactement les résultats qu'on voulait qu'on en ait, fait qu'on va congédier, puis on va aller s'acheter la nouvelle bébelle sur Amazon, on va aller mettre le prochain repas dans le micro-ondes, parce que celui-là n'est pas bon, on va l'acheter, on va en mettre un autre, probablement que lui va être meilleur. Il va-tu vraiment être meilleur? Tu sais, puis tu regardes des équipes comme les Titans du Tennessee, là, qui ont congédié Mike Vrabel, parce que Mike Vrabel, c'était clairement le problème, tu sais, avec les Titans du Tennessee. D'un coup, il prend une pause d'1 an, il arrive avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont une cédule très facile, on s'entend, mais qui finalement finissent 2e dans la conférence américaine. Est-ce que tu peux te dire en ce moment que les Titans du Tennessee, comme, ils aimeraient savoir Mike Vrabel en ce moment, puis finalement, peut-être qu'ils sont un regret. Puis c'est là que je pense qu'en tant qu'organisation, il faut se poser la question. Que tu sois en milieu universitaire, national, professionnel, c'est quoi ton modèle? Est-ce que tu es dans un modèle qui est drivé par l'entraîneur-chef ou tu es dans un modèle qui est drivé par le directeur général? Mais si on regarde le côté de Mike Vrabel, on regarde Kyle Shanahan avec les 49ers, on regarde les Chiefs, c'est motivé par l'entraîneur-chef. Puis quand tu regardes de l'autre côté, après ça, tu as Nick Sirianni, tu en as d'autres que c'est motivé davantage par le directeur général. Mais il faut faire attention. À un moment donné, là, je pense que un des défauts qu'on a en tant que société, puis je m'inclus là-dedans, même si je pense que, tu sais, moi, j'aime les Eagles, j'aime Linkin Park, j'aime ma conjointe, j'aime ma famille, moi, je suis bien avec ça, puis ça fait des années que j'aime ces affaires-là, puis je suis correct avec ça. Mais des fois, je pense que se contenter, c'est vu péjorativement, mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est comme, on a un bon coach qui fait une bonne job, puis tu sais, des fois, en anglais, on a l'expression, c'est « the devil you know is better than the devil you don't know ». C'est comme, OK, là, tu perds John Harbaugh, tu perds Mike Tomlin. Mike Tomlin, il a toujours eu de la misère avec ses offensives à Pittsburgh. OK? Tu le sais que c'est ça le problème. Au moins, tu le sais que c'est ça le problème, puis on travaille là-dessus. Mais si tu le changes, tu vas peut-être arriver avec plein d'autres problèmes que tu sais pas que tu as, comme les Titans du Tennessee en ce moment, qui tu te dis où c'est qu'ils s'en vont avec tout ça. Fait que, comment est-ce que j'explique ça? C'est, pour répondre à ta question, la société micro-ondes, vouloir les résultats rapidement. On a de la misère à apprécier ce qu'on a. On regarde tout le temps un peu ce qui nous manque. Puis ça retourne un peu à l'approche basée sur les forces que j'utilise avec les entraîneurs, dans mon accompagnement, dans la formation. Puis je pense que, tu sais, puis là, l'épisode va sortir après le résultat des Steelers de Pittsburgh contre les Texans de Houston, va sortir après le résultat des Eagles de Philadelphie contre les 49ers. J'espère que dans les deux cas, les équipes vont gagner. Je doute des Steelers. Je suis quand même très confiant dans les Eagles de Philadelphie. Puis ça, c'est sans aucun biais. Puis, fait que, tu sais, mais on le sait pas, tu sais, ça reste qu'il faut que tu joues le match, right? Faut que tu joues le match, fait qu'on va le voir. Mais moi, je suis tanné qu'on est démesuré dans nos attentes envers les entraîneurs comparativement aux attentes qu'on a envers les joueurs. Tu sais, comme, un coach va faire une mauvaise prise de décision au 4e quart, puis on va vouloir le congédier tout de suite. Combien d'athlètes font plus qu'une mauvaise décision par match? Comme tous les athlètes. Puis je suis en train de dire qu'il faut blâmer les athlètes. Je suis en train de vous dire que, on a-tu le même niveau de tolérance envers les entraîneurs? Puis en plus de ça, il y a une économie d'échelle qui se produit. Une économie d'échelle, c'est que, bon, là, je suis pas un gros gestionnaire de chaîne d'approvisionnement pour des produits, là, comme tout ça. Mais en bout de ligne, l'économie d'échelle, c'est que plus t'en fais, moins ça te coûte cher par unité. Parce qu'à un certain point, des fois, te faire 100 téléphones, c'est pas vrai que faire 100 téléphones, le coût par téléphone, ça va être le même prix que faire 1000 téléphones. L'économie d'échelle, tu dis c'est quoi le lien avec les téléphones puis la prise de décision? Si tu es un entraîneur-chef puis ça fait 18 ans que tu es dans la NFL, t'en as-tu pris des décisions durant un match?
comme on s'entend que tu as beaucoup plus d'expérience de prise de décision. Fait que quand tu viens pour compétitionner après ça contre un entraîneur que ça fait une saison puis qui a jamais été, il a été coach des carrières pendant 1 an. Après ça, il est devenu coordinateur offensif pendant 1 an, puis là, boum, on le propulse dans le siège d'entraîneur-chef. Est-ce que tu penses que John Harbaugh, Mike Tomlin, Nick Sirianni, Andy Reid ont des avantages dans la prise de décision? Fait que je pense qu'on sous-estime la valeur que ça a aussi de garder la même personne et qu'elle apprenne de ses erreurs. Là, si tu me dis, par exemple, que l'entraîneur n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs de gestion de match, là, je suis d'accord qu'il faut peut-être commencer à penser à autre chose. Mais qu'il fasse des erreurs au 4e quart à son année 4, ben, si tu l'as encore avec toi l'année 7, au moins l'erreur, tu l'as pas. Elle t'a pas coûté cher à l'année 4, puis elle t'a coûté cher à l'année 7 parce que tu as embauché un nouveau coach à l'année 5, puis 5, 6, 7, tu as un nouveau coach qui a refait la même erreur à l'année 7. Fait que si tu as un coach en bout de ligne qui fait une erreur à l'année 4, que tu as un bon système de critique, puis critique, c'est autant la critique négative que positive, ben peut-être qu'à l'année 7, il ne fera pas cette erreur-là, puis il va y avoir une économie d'échelle que tu vas finir, que tu vas gagner. Fait que je pense à ça, puis je suis curieux, là, puis j'ouvre la conversation à tous les gens qui nous écoutent. Je me rends compte avec le temps, autant au niveau junior, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes, dans la Ligue canadienne de hockey, au niveau professionnel, au hockey, au football, au basketball, n'importe quoi, comment est-ce que les propriétaires ont une grosse influence sur le résultat de l'équipe. Puis ça, tu sais, là, je connais pas de propriétaire milliardaire de franchise de la NFL. Je peux pas dire à 100% que je suis confiant dans ce que je viens de dire là, mais des fois, c'est comme, on se fait beaucoup avoir par la pression, puis on pense qu'à cause qu'on a eu du succès dans le monde des affaires, dans un domaine qui n'est pas connexe au hockey ou au football ou au basketball, on a l'impression qu'on peut prendre le même genre de décision. Je pense qu'il ne faut pas faire, tu sais, moi j'appelle ça des fois le syndrome du médecin, là, c'est pas un syndrome officiel, mais ce que je veux dire par là, c'est par cause que tu es un expert dans un domaine, que tu vas être un expert en nutrition, que tu vas être un expert en kinésiologie, que tu vas être un expert en physiothérapie. C'est par cause que tu es un expert en chaîne d'approvisionnement pour faire des portes, puis là, tu as une entreprise qui vaut des millions de dollars pour faire des portes de garage, par exemple, que tu vas être un expert dans la gestion d'une franchise, puis ta façon de résoudre les problèmes va être les mêmes. Fait que je suis parti beaucoup plus longtemps que ça là-dessus, mais comme je t'avais dit en préparation, comme ça me titillait vraiment ce sujet-là. Puis le point que je voulais ouvrir à l'auditoire, c'est que je suis vraiment intéressé par l'étude de l'influence des propriétaires sur l'opération d'une franchise. Comme je ne sais pas comment est-ce qu'on va étudier ça encore, mais ça va venir un peu dans les années. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des propriétaires de franchise, qui veulent réfléchir avec moi là-dessus, qui ont peut-être un petit budget par rapport à ça, moi je suis vraiment ouvert. Puis pas ici dans le sens que j'ai prétention de connaître la réponse. Je connais certaines franchises, comment elles sont gérées, plus dans le contexte canadien, peut-être 2, ou tant au niveau professionnel que peut-être un peu plus junior. Mais je suis curieux de savoir puis d'étudier les mécanismes en collaboration avec les personnes qui gèrent ces franchises-là, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont importants. Tu sais. Fait que, bref, je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais ça, c'était ma première tangente relativement longue. Je pense qu'il est quand même intéressante, puis je sais que ça donne quelques réponses, mais ça soulève aussi beaucoup de questions. Je pense que ça, c'est ça. Puis ça, j'inviterai aussi les entraîneurs en ce moment. C'est une discussion que j'avais ce matin avec un coach. Où est-ce que, tu sais, si tu es un entraîneur et que tu cherches un nouvel emploi dans les prochaines semaines, là, don't take a job where you're doomed to fail. Donc, prends pas un emploi dans laquelle tu es garanti de vivre de l'échec. Là. C'est une mauvaise traduction, ça a plus d'impact en anglais. Mais en bout de ligne, tu sais, si tu suis un Nick Saban, un Bill Belichick, une Pat Summitt, des entraîneurs de grande envergure, tu peux pas vraiment faire mieux. Fait que, tu sais, sois vraiment conscient. Puis là, doomed to fail, c'est quel entraîneur tu vas suivre, numéro 1. Mais numéro 2, après ça, c'est aussi, est-ce que tu as l'alignement organisationnel qui est nécessaire, la structure organisationnelle qui est nécessaire. Tu sais, on le voit comment John Harbaugh, donc le frère de Jim Harbaugh, qui est avec les Chargers de Los Angeles, il y avait ses conditions pour prendre la job aux Chargers, puis ça les prend. Puis tes conditions, il faut que tu les aies, parce que si tu pars, puis tu es à la merci de l'équipe en place, ils tombent par les cojones, comme on dirait, puis c'est là que ça va pas bien fonctionner. Donc, il faut vraiment que tu sois soucieux des conditions d'emploi, puis de vraiment bien le magasiner ton travail, puis de ne pas être trop pressé de sauter les étapes. Là, je pense que ça, c'est quand même important. Bon, là, j'arrête là pour vrai. Non, c'est super intéressant, coach. Puis c'est sûr que la patience qui est limitée des organisations fait en sorte que c'est difficile un entraîneur d'apporter sa culture auprès de son équipe d'organisation. Puis ça nous mène directement au thème d'aujourd'hui, qui est le leadership transformationnel. Donc, est-ce que tu peux expliquer brièvement c'est quoi le leadership transformationnel pour nos auditeurs?
Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, je vais renvoyer tout le monde à lire l'article de blog. Donc, c'était le sujet du dernier blog qu'on a publié. Les blogs vont changer un petit peu dans les prochaines semaines là, pour davantage des études de cas, penser à des problèmes que les entraîneurs vivent au quotidien. On va parler à des coachs, puis on va analyser ça davantage. Il va peut-être en avoir un petit peu moins, mais je vous invite à aller voir ça. Ça faisait partie aussi de l'infolettre. Puis, donc là, moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus. J'étais un coach à la base en 2014 qui était intéressé par le sujet dans le coin de 2014, 2015, 2016 parce que je voulais être un meilleur coach. Puis il y a des personnes de renom dans la communauté scientifique internationale et canadienne, donc Jean Côté à l'Université Queen's. Je sais qu'aussi Éric Brunel au HEC a fait des études sur le leadership transformationnel, si je ne m'abuse. Puis je pense que c'est important de réitérer ça. Puis pourquoi je pense que c'est important, c'est que tu sais, en bout de ligne, il y a des études là, variées à travers différents pays, donc l'Allemagne, l'Angleterre et à Taïwan, qui ont administré une pilule, là, c'est comme ça que moi je le présente, à 200 athlètes et 22 coachs, à 309 athlètes en Ultimate, le premier c'est en basketball, à 397 athlètes de volleyball, si je ne m'abuse, pour le troisième. Et à tous les coups, quand les coachs prenaient cette pilule-là, ben, le coaching fonctionnait mieux. Il y avait une meilleure appréciation du coaching, la performance était améliorée, il y avait une meilleure cohésion. Bien entendu, c'est une pilule métaphorique, voulant dire que c'est le coaching transformationnel. Fait qu'on sait que ça fonctionne. Puis moi, ce que je veux amener les auditeurs, puis ça s'applique autant si tu es un coach de sport d'équipe, donc hockey, football, basketball, rugby, ou que tu es un dirigeant. Tu sais, ultimement, là, est-ce que tu mets les 4 principes en fonction? Le premier principe, ça c'est vulgarisé par moi-même, là, donc oui, c'est inspiré de la littérature, mais je pense qu'il faut vulgariser les choses. Ben, tu sais, as l'influence idéalisée ou idéalisée. Ça veut dire, est-ce que tu es capable de gagner la confiance et le respect de tes athlètes en agissant comme un modèle positif et en étant fidèle à tes valeurs? Ben, ça, en bout de ligne, est-ce que tu walk the talk? Est-ce que tu fais ce que tu dis, puis est-ce que tu es un modèle? Puis être un modèle d'une équipe de football, j'avais une conversation avec un coach à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deadlift, donc tu fasses un soulevé de terre aussi fort que tes joueurs de ligne. Mais que tu t'entraînes, c'est une façon d'être une influence idéalisée. C'est-à-dire que, regarde, je vous demande d'être actif et de vous entraîner. Moi, j'ai 60 ans, je suis un entraîneur chef au niveau du football professionnel. Ben, je ne vais pas faire des soulevés de terre avec 500 livres. Dans mon cas, ça va être encore vrai quand je vais avoir 60 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, je vais quand même prendre le temps de m'entraîner. C'est que ça, c'est une influence idéalisée, mais c'est aussi comment tu vas parler aux athlètes. Mais tu sais, quand tu es un coach au collégial, de dire « Hey, bonjour monsieur, tu sais, comme, hey, comment ça va? » De parler de façon respectueuse au vouvoiement. L'idée là-dedans, c'est pas de les glorifier. Oui, il faut garder une certaine proximité, mais il y a un certain respect qui s'installe. Et ça, c'est le premier point. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous êtes une influence idéalisée? Okay? Donc, être un modèle. Être un modèle, c'est pas d'être un jeune de 20 ans qui fait du deadlift, je le répète encore une fois. Le deuxième, c'est de la motivation inspirationnelle. Ça veut dire que ce que moi, j'en retiens en bout de ligne de celui-là, c'est que parfois, là, les athlètes, ils ne réalisent pas leur potentiel eux-mêmes. C'est à toi de leur montrer. Comme moi, je le sais, Vincent, que tu as beaucoup de potentiel. Puis je te l'ai déjà partagé ça dans des rencontres qu'on a eues les premières fois qu'on a travaillé ensemble. Mais les athlètes, sous-estimez pas le fait que les athlètes ne se rendent pas compte de leur propre potentiel. Mais ça, il faut que tu le nommes. Mais tu sais, comme, fait que ça, c'est dire, mettons, tu es au hockey universitaire, ça peut être de dire, hey, tout le monde ici dans la salle a un potentiel. Puis je le sais, là, qu'il y en a au moins 4 d'entre vous qui sont capables d'en jouer en Europe. J'en ai un d'entre vous que je pense qui peut jouer professionnel en Amérique du Nord. Puis la plupart, vous êtes capables d'être des joueurs dominants dans le réseau universitaire. Ah ouais? Puis là, ils vont commencer à se regarder dans la salle. Puis, ah ouais, tu penses ça de nous autres? Puis il ne faut pas inventer des choses. Il faut toujours que ce soit réaliste. Mais réaliste avec un brin d'optimisme qui amène les gens à réaliser leur potentiel. Fait que ça, c'est comment je vulgarise le deuxième. Le troisième, c'est la stimulation intellectuelle. D'ailleurs, ça faisait le sujet d'une des présentations qu'on a parlé, je pense, dans l'épisode 145. Où est-ce qu'il y a un entraîneur de basketball qui a partagé ce qu'il faisait, puis à 1 heure avant le match, il amenait les joueurs à décider c'était quoi les stratégies, je pense pour les inbound plays, donc les jeux de rentrée de touche, qui allaient être utilisés contre l'équipe qui allait jouer. Fait qu'il amenait les athlètes à résoudre les problèmes du match dans lequel ils vont œuvrer, les impliquer dans la gestion du game plan. Et le numéro 4, donc stimulation intellectuelle, c'est d'impliquer les gens dans la résolution de problèmes. Le numéro 4, c'est la considération individuelle. Ça veut dire que tu démontres que tu te préoccupes et que tu es conscient du potentiel propre et des habiletés propres et des besoins propres à chacun. Ça veut dire, par exemple, dire, hey, mettons, tu croises Maxime là, dans le corridor, tu dis, hey, Maxime, là, on parle tout le temps de hockey, là, mais le lundi soir, là, quand tu n'as pas de pratique et tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais pour avoir du fun? Et là, peut-être qu'il va te dire qu'il a écouté la saison finale de Stranger Things, que j'ai pas écouté, je ne suis pas dans ces affaires-là, comme ben du monde ont peut-être fait. Mais ça peut être aussi, ben tu sais, toi, Maxime, là, comme
quand tu fais ton jeu de pied arrière, c'est vraiment important que tu portes attention à ton deuxième pied parce que tu positionnes vraiment bien tes mains quand ça vient le temps de rabattre le ballon. Tu as vraiment un bon angle d'attaque, mais c'est comme si tu manquais de power un peu quand tu accélères. Mais tu sais, avec ce que je viens de te dire là, as-tu l'impression que ce feedback-là, je le donnerais à Maxime, à Vincent, à Jonathan puis à Tommy? Non, comme c'est clairement que c'est un feedback qui est propre à Maxime. Mais ça, il faut que les athlètes le sentent. Puis ça, moi, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les 4. Puis le petit défi que j'aurais pour l'auditoire, puis je vous invite à révisiter le blog encore une fois, mais parmi les 4 principes, là, lequel est ton meilleur et lequel est le pire? Est-ce que c'est d'être un modèle? Est-ce que c'est d'inspirer? Est-ce que c'est des stimuler intellectuellement? Est-ce que c'est des considérer visuellement? Lequel est ton meilleur? Banque là-dessus. Puis ton pire, ben, essaie de trouver une façon que tu peux l'améliorer à partir des exemples que je vais te donner pour la semaine prochaine. Je pense que c'est ça. Puis s'il y en a qui veulent qu'on en parle, là, ben, je peux vous envoyer des références, comme j'ai dit. On peut répondre à d'autres questions dans les balados. Mais je pense que c'est vraiment un bon outil de réflexion. Puis moi, je sais que j'y ai repensé au leadership transformationnel depuis que je suis revenu de la Grèce, je pense. Là. Je suis plus sûr exactement du timeline. J'y ai pensé à moi-même dans mon propre travail. De comment est-ce que je l'utilise au quotidien. Puis je pense que ça ferait du bien à tout le monde de réfléchir à ça parce qu'en bout de ligne, ça s'applique à tous les domaines. Oui, puis coach, une des décisions les plus délicates pour un entraîneur, c'est de savoir quand donner une vraie chance à un athlète, mais aussi quand attendre de donner une vraie chance à un athlète. Puis ça me fait penser là, à la situation avec les Canadiens de Montréal, le trio des gardiens, Jacob Fowler, Samuel Montembeault et Jacob Dobesch. C'est une situation assez particulière. Il y a beaucoup de pression sur Jacob Fowler parce que c'est un gardien qu'on compare souvent à avoir un avenir comme Carey Price parmi les grands, mais il vient juste d'arriver dans le hockey professionnel tout frais là, du hockey universitaire. Donc, c'est quand qu'on devrait donner une chance, c'est quand qu'on devrait attendre de donner une chance. On aimerait savoir ton point de vue là-dessus. Ben, oui, tout à fait. Fait que, la première chose, il y a plusieurs éléments. Puis je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'athlète va être dans sa délicieuse incertitude? En français, zone de défi, peut-être en enseignement, on va parler du flow. Le flow s'applique plus ou moins ici, mais il y a des parallèles. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des habiletés en ce moment suffisantes pour que la Ligue nationale de hockey représente un défi, mais pas un trop gros défi? C'est ce qu'on veut dire par délicieuse incertitude. Il y a une incertitude, tu n'es pas sûr si tu vas être capable, si tu vas être le meilleur, mais tu es assez bon pour avoir une chance d'être le meilleur. Fait que je pense que ça, c'est important. Fait que, il faut voir où est-ce que le niveau d'habileté. Mais le niveau d'habileté, c'est technique, c'est tactique, c'est mental et c'est physique. Fait que peut-être que le niveau technique, c'est là. Est-ce que le mental est là? Fait que là, j'ai un autre exemple d'un gardien de but dans une ligue où est-ce que les habiletés techniques sont là. Mais là, il vient d'être transitionné du rôle de numéro 2 au rôle de numéro 1. Et de ce que je connais de la situation, je ne travaille pas directement avec la situation, mais je suis assez au fait pour dire je ne suis pas sûr que l'athlète a les habiletés mentales pour gérer la transition de numéro 2 à numéro 1. Puis c'est là que je serais curieux, tu sais, avec ça. Bon, le préparateur mental des Canadiens de Montréal, c'est de l'information publique, c'est Jean-François Ménard, qui a été sur le balado, épisode 28, je ne m'abuse, ou 26, 30, dans les débuts. Je suis confiant qu'ils ont les outils avec le Canadien de Montréal et Jean-François Ménard d'être capables de bien faire ça. Fait que l'autre aspect maintenant, c'est que est-ce que l'athlète va prendre des mauvais plis techniques pour différentes raisons? Parce qu'il est tout le temps mis dans des positions où est-ce qu'il doit faire des acrobaties, puis là, il va perdre sa technique. Puis ça vient avec un lien, est-ce qu'on a besoin de lui pour performer? Fait que là, la réponse, est-ce que ça se situe dans des incertitudes? Oui. Est-ce qu'il va prendre des mauvais plis techniques en raison de la pression? Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de lui pour performer? Et si on a besoin de lui pour performer, pour gagner immédiatement, ça veut dire qu'il faut prendre des raccourcis pour gagner. Donc, on ne peut pas se permettre qu'il fasse des erreurs. Ça revient un peu à l'analogie avec l'entraîneur. Tantôt, je disais que l'entraîneur qui fait une erreur de gestion de match à l'année 3, mais il ne va peut-être pas la faire à l'année 6. Mais l'athlète, Jacob Fowler dans ce cas-ci, là, je ne connais pas tant la situation du Canadien de Montréal puis du hockey parce que je suis juste mes propres clients. Mais tu sais, est-ce qu'on peut se permettre des erreurs? J'ai l'impression que oui. Puis j'ai l'impression que le climat que Martin Saint-Louis, ça c'est une impression totalement biaisée sur peu d'informations, permet les erreurs. Puis ça, l'affaire aussi qu'il faut se poser, tu sais, je reviens, moi ça me fait penser, bon, Peyton Manning, quand il est arrivé à sa première saison dans la Ligue nationale de football, il a lancé 28 interceptions. Et je pense que toute l'organisation des Colts d'Indianapolis avait compris qu'il y aurait beaucoup d'erreurs qui seraient faites, mais que Peyton Manning apprendrait de ses erreurs. Donc, il n'y avait peut-être pas les habiletés tactiques, il y avait les habiletés techniques, il y avait les habiletés mentales pour apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, les 28 interceptions de Peyton Manning,
tout le monde s'en fout un peu sa première saison, puis on est capable de vivre avec le reste de sa carrière. Ouais, on n'en parle plus aujourd'hui, on parle juste de son succès, fait que c'est une belle histoire, ça. Je suis même pas sûr qu'il a lancé 28 interceptions dans le reste de sa carrière, mais ça, c'est une autre histoire, exact. Je sais pas, j'ai pas vérifié ces stats-là. Après ça, quand on regarde la moyenne de Patrick Roy à sa première saison, la moyenne de buts alloués était de 3,36, puis sa moyenne d'efficacité était de 875. Sa moyenne en série, cette année-là, était de 923. Bon, c'est pas la même Ligue nationale à l'époque qu'aujourd'hui. Est-ce que ça a été un problème? Puis est-ce qu'on a un problème avec la carrière? Fait que, moi, je pense que le problème de monter quelqu'un, c'est de dire, on le monte. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ses erreurs? Puis de se concentrer sur son développement quand même. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas le temps de se développer. Non, c'est pas vrai, ça. Surtout au hockey professionnel. Au hockey professionnel, c'est des contrats garantis. Tu dois développer tes joueurs. Puis là, il ne faut pas penser qu'on développe, on est pas en train de performer. C'est parce que si tu fais ta job de développement, là, on s'entend, là. Ta performance, ça devrait être meilleure down the road. Si moi, je me développe, toi, tu te développes, on se développe tous. La performance devrait être meilleure. Fait que développement, performance, ça va ensemble. Ça, c'est une non-question. Puis l'autre affaire aussi, tu sais, comme, mettons, un joueur comme Alex Galchenyuk, ce que j'ai su à travers, par mes sources, c'est que, tu sais, une des raisons pour laquelle il y avait autant de performance à l'époque dans le junior, c'est qu'il skippait bien des classes, puis qu'il passait beaucoup de temps dans le centre d'entraînement, plus que la moyenne. Et que ses habiletés physiques étaient très élevées. Est-ce que le reste était là, habileté technique? Fait qu'il y avait une performance surévaluée par rapport à son développement. Fait que là, c'est tout le temps savoir une question comme, puis le lien avec cette décision-là, c'est est-ce qu'on l'a promu trop vite? Parce que oui, il y avait les performances physiques, mais il n'y avait pas le reste des habiletés qui a fait qu'il n'a pas autant éclaté. Ou c'est peut-être plus une question d'évaluation de talent, puis là, on rappellera Daniel Fortin-Guichard ou ben Joe Baker pour en discuter. Fait que dans cette situation-là, c'est bon, est-ce que le gardien va voir du rubber? Parce que ça, c'est quand même bien documenté. Des gardiens comme Patrick Roy, Carey Price, qui ont vu beaucoup de caoutchouc dans leurs premières années. Parce que c'est bon, tu vois des shots, plus tu vois de shots, plus tu as la chance de te perfectionner tes réflexes, tes automatismes. Après ça, est-ce que tu as les habiletés techniques, tactiques, physiques et mentales nécessaires pour avoir un niveau de performance suffisant pour être capable de survivre, de vivre et non survivre dans la Ligue nationale de hockey? Et après ça, est-ce que l'organisation a besoin de toi pour performer? Et la réponse devrait être non. Et je pense que dans ce cas-là, pour moi, c'est un go. C'est là que, de ce que je comprends de la situation du Canadien, je pense qu'on devrait faire ça. Puis, tu sais, ultimement, c'est des erreurs qui vont avoir lieu aujourd'hui, mais qu'après ça, quand l'équipe va peut-être arriver à maturité dans l'année prochaine ou l'année d'après, là, je ne connais pas assez les prospects hockey, là, puis les codes d'évaluation, parce que c'est pas mon dada, là, puis je ne suis pas juste dans le hockey. Mais je pense que là, on peut aller de l'avant avec Jacob Fowler. Est-ce que ça répond à la question, Vincent? Oui, absolument. Absolument. C'est une situation quand même assez intéressante, là. Je pense que les fans des Canadiens ils ont ils donnent beaucoup leur opinion sur le sujet. Donc, je pense que tu réponds à des questions là-dessus. Puis, tu sais, on a peur de brûler, là. Brûler, c'est en bout de ligne s'il y a trop de pression de performance. Mais c'est pas vrai qu'en te pratiquant en plus, tu vas te brûler. Tu sais, comme on n'a pas brûlé Peyton Manning, puis on n'a pas brûlé Patrick Roy. C'est si la personne n'a pas les habiletés mentales, puis qu'il n'y a pas le climat de soutien autour. Ça revient à quelque chose qu'on a déjà dit dans le passé. Les exigences doivent rencontrer le soutien. On rentre dans la Ligue nationale de hockey, les exigences sont beaucoup plus élevées. Est-ce que le soutien individuel de l'équipe et organisationnel est là? J'ai l'impression que oui, mais ça, je ne suis pas au courant. Oui, puis quand tu joues pour une organisation comme les Canadiens de Montréal, tu joues avec de la pression, fait que c'est parfois délicat le développement des jeunes joueurs parce qu'ils savent que jouer avec les Canadiens, ça peut être stressant, ça apporte la dose de pression, puis beaucoup de pression qui vient non seulement de l'organisation, mais des partisans, puis des médias. Mais ce qu'on entend dans les médias puis dans les fans, c'est pas la même pression à l'interne. Je pense à des cas que je suis plus proche là, que le Canadien et d'autres organisations. C'est comme ultimement, la pression interne, elle est beaucoup plus impactante que la pression externe, donc médias, fans. T'sais, si les médias et les fans mettent de la pression, mais qu'il y a une solidarité, du soutien à l'interne, c'est problématique. Mais quand le propriétaire, quand le GM, quand l'entraîneur-chef commence là, à te le faire sentir, ah non, mais on ne lui fait pas sentir la pression, mais il faudrait gagner les 3 prochains matchs. Ben là, c'est là que c'est plus toxique. Parce que c'est plus difficile. Le message passe plus. Ben, c'est plus difficile pour le jeune athlète de survivre à la pression externe quand la pression interne elle est là également. Si je peux juste ajouter rapidement, là, moi, une des situations qui m'a fait que j'ai quand même apprécié, c'est de Juraj Slafkovský. Je pense que c'est l'année passée. Il disait est-ce que un des journalistes, puis je ne cite pas mot pour mot, là, un des journalistes avait posé comme question si la pression externe l'impactait beaucoup, est-ce que ça l'affectait, puis je pense qu'il avait répondu assez froidement. Il dit I don't care. I don't care about what you guys say. I'm focusing on my thing.
Donc, ça répond quand même, ça donne quand même un exemple assez concret de ce que tu viens de dire, puis je trouve ça assez intéressant. Là. Puis quand t'es un pro, je veux dire, faut que tu mettes en dehors les distractions, puis les distractions, ben, c'est l'externe. Mm-hmm. Fait que avec ça, on a une question de l'auditoire que je trouve assez intéressante, c'est en lien avec la carrière puis le développement des entraîneurs. À quel moment dans une carrière, est-ce que c'est le bon moment pour faire le saut vers le prochain niveau? Mais aussi, est-ce que c'est toujours nécessaire ou parfois mieux de consolider avant de monter? Mm-hmm. Ça, c'est Alex, donc, qui est un entraîneur de football là, qui nous pose la question. Donc, on fait un gros salut à Alex. Puis c'est vraiment une question importante parce que moi, j'ai une croyance que les entraîneurs ont tendance à progresser trop vite. Comme, je pense qu'on aurait tous tendance à faire un peu comme Ben Johnson a fait avec les Bears de Chicago. C'est-à-dire Ben Johnson, mettre en contexte, c'était l'assistant-entraîneur des Lions de Détroit. Il a attendu son tour, il a attendu une année de plus avant de prendre les Bears de Chicago. Puis je pense que, tu sais, des fois, il faut se dire, hey, je suis vraiment bon dans cette chaise-là, je devrais rester dans cette chaise-là. Puis, tu sais, des fois, je comprends, là, c'est un peu la société dans laquelle on vit, on a de l'ambition, puis c'est comme, on rentre dans une organisation de hockey professionnel, il faut voir ça comme, on veut monter les échelons pour, les responsabilités, c'est plus le fun, le salaire, les conditions, c'est une somme de tous ces facteurs-là. Mais ça revient un peu à ce que je disais au départ. Je pense que des fois, il faut se contenter de son poste, puis la question numéro 1, c'est de faire une bonne job. Fait que, tu sais, à quel moment dans une carrière est-ce que c'est le temps de faire le saut vers le prochain niveau? Quand je pense que par défaut, on devrait se dire, est-ce que je devrais rester dans ma job une année de plus, dans mon poste une année de plus? Puis je pense que la question, ça serait, devrait toujours poser cette question en premier. Si la réponse est oui, ben reste. Surtout si tu peux vivre avec les conditions. Là, si tu es un coach à temps plein, tu fais 25 000 par année, 33 000 par année, comme des cas que je connais, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu as le goût de monter parce que 70 000 par année, ça fait du bien. Là. Puis ça, c'est la réalité des entraîneurs. C'est vraiment une question importante. Puis je pense que, il y a un de mes clients qui a pris le temps de faire ses classes, puis je peux le sentir en ce moment dans nos conversations qu'il est prêt à être un entraîneur-chef. Comme là demain, puis ça fait comme 3 ans qu'on parle de l'idée d'être un entraîneur-chef, mais c'est la première année qu'il prend des notes dans son cahier, puis il commence par lui-même à faire sa présentation pour son entrevue. Puis que là, il a comme son cahier pour quand je vais être entraîneur-chef, voici comment on va faire la périodisation, comment est-ce que ça. Puis je reste vague, mais je veux bien entendu pas révéler les détails de la personne. Mais je peux le sentir. Puis là, c'est comme, s'il me le demandait, il ne me l'a pas demandé, mais s'il me le demandait, je dirais, go, c'est le temps d'être un entraîneur-chef. Puis là, je peux le sentir. Parce que c'est comme, faire le saut vers le prochain niveau, c'est autant changer de job que de changer de niveau. Puis je pense que des fois, on sous-estime la compréhension du contexte. Fait que, exemple, si tu es un entraîneur au niveau secondaire ou, par exemple, au niveau midget, puis tu veux rentrer dans le hockey junior, puis tu es secondaire au football, tu veux rentrer au collégial au football, comme, est-ce que tu connais le contexte? C'est toujours ça. Puis si tu ne connais pas le contexte, est-ce que tu vas avoir la marge de manœuvre pour faire des erreurs? Puis connaître le contexte, ça veut dire, est-ce que tu comprends la ligue? Est-ce que tu comprends le recrutement? Est-ce que tu comprends comment une année fonctionne? Est-ce que tu comprends un peu c'est quoi la culture dans le vestiaire, la dynamique? Est-ce que tu le sais qu'il parle anglais tout le temps? Quand ça va dans un vestiaire de hockey junior, là, ça parle anglais plus que français, tu sais. Ah, tu le savais-tu, ça? C'est un détail subtil que toutes les personnes de hockey qui écoutent le balado en ce moment sont comme, tu m'apprends rien, Frank. Je suis comme, non, mais attends un peu, là, tu le sais-tu? Puis es-tu prêt à parler en anglais dans tous tes meetings au lieu de parler en français? Comme, tu sais, c'est des détails subtils. Puis la raison pour laquelle ça veut dire ça, c'est que si tu es familier avec le contexte, la transition va être plus rapide. Donc, tu sais, puis j'ai un collègue de haut niveau qui s'est fait embaucher dans un poste de très haut niveau pour une des organisations internationales. Puis il m'a dit, ils m'ont embauché, puis ils m'ont dit, tu ne seras pas bon à faire ta job avant 6 mois. Mais là, la job que tu vas prendre quand tu vas monter de niveau, tu as 6 mois pour apprendre à faire ta job? Lui, dans son cas, avec les pédigrés qu'il a, la job qu'il a, il n'y aura pas de pression puis il ne sera pas congédié dans 6 mois. Mais si tu t'en vas coacher en Premier League demain, ça se peut qu'après 13 matchs, tu te fasses mettre dehors. Puis ça, c'est même pas une joke. Là. Ça vient d'arriver, je pense, il y a 1 semaine ou 2. Là. Un gars, il était entraîneur-chef de l'année dans la MLS. Il se fait embaucher, je ne sais pas trop où, au Royaume-Uni. 13 matchs plus tard, congédié. Comme, tu sais, tu as toute cette marge de manœuvre-là. Fait que, tu sais, là, je sais que probablement que la question ne fait pas référence à la Premier League. Mais à quel point c'est le bon moment? Tu sens que tu es vraiment en maîtrise de ton travail. Tu sens que tu as un peu fait le tour. Tu commences à avoir du temps pour connaître le contexte dans lequel. Puis la job, c'est la bonne dans laquelle tu rentres. Parce que, tu sais, si tu passes d'être entraîneur-chef, entraîneur adjoint, la transition se fait bien. Si tu passes d'être entraîneur adjoint,
d'une position, après ça être entraîneur-chef dans une nouvelle ligue en plus, ben, non seulement c'est un nouveau poste, mais c'est une nouvelle ligue. Fait qu'il y a ces choses-là. Donc, tu sais, je pense que, ne pas prendre une job trop rapidement. 2, de bien connaître le contexte, puis tu es toujours mieux d'attendre un petit peu plus que d'y aller trop vite parce que tu vas te brûler. Puis ça, c'est, tu sais, l'expression, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est « Don't take a job in which you are doomed to fail ». Comme, prends pas une job dans le prochain niveau juste pour prendre une job dans le prochain niveau. Là, c'est sûr que s'il y a des enjeux de salaire, je comprends qu'à un moment donné, il faut vivre, là, puis qu'à 25-30 000, comme certains coachs le font, là, puis ça, c'est déjà des bons salaires pour certains jobs, certains sports, là, ça peut être bien. Fait que, tu sais, pose-toi la question, est-ce que tu vas être à la même position? Es-tu entraîneur-chef, entraîneur-chef, entraîneur adjoint, entraîneur adjoint? Est-ce que tu connais le contexte? Est-ce que tu connais ton rôle? Est-ce que tu connais la ligue? Connaître bien l'organisation aussi. Tu sais, moi, là, en ce moment, dans mon nouveau rôle professionnel, je pense que là, je suis quand même bien assis, puis ça m'a pris 18 mois. Là. Comme je fais une bonne job. Là. Tu sais, je pense qu'au 3e mois, je faisais une bonne job, là, on s'entend. Là. Mais je pense que là, je connais mon contexte. 18 mois, là, comme, tu sais, c'est sûr que c'est une institution qui a juste 12 employés, ça prend peut-être moins de temps à comprendre, mais là, je pense que je commence à. Je pourrais dire que je suis parfait dans ma job, mais je pense que je connais vraiment bien mon contexte en ce moment. Ah ben, c'est super. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez aimé les discussions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci. Ben, merci Vincent. Puis j'encourage tout le monde à vous poser la question sur est-ce que lequel des principes du coaching transformationnel vous devriez améliorer? 2, à quel point est-ce que vous connaissez bien le contexte de la prochaine job que vous voulez? Puis 3, quand vous donnez une chance aux athlètes, est-ce qu'on se retrouve dans la délicieuse incertitude? Fait que je vous dis merci. Je te dis merci à toi, Vincent. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.